Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis aussi coach en sommeil et doula et aujourd'hui je vous propose de rencontrer Cassandre. Cassandre, en fait, on vient de se rencontrer il y a un mois pour l'accompagnement de sa fille Billy. Et en écoutant des petites brides de son parcours, j'ai vite eu l'intuition qu'elle en avait des histoires à raconter. Et bon, comment vous dire, j'ai pas été déçue. Aujourd'hui, on va parler de dépression prénatale, on parle de grossesse surprise, on va parler d'accouchement traumatique, de violence obstétricale. On va aussi parler de nos enfants, de comment on essaye de les élever, avec quelle valeur, quelle conscience. On parle notamment de comment leur parler de différence, comment leur parler de violence. Donc c'est un échange qui, vous allez voir, est très très riche. Et je dois dire que le récit de Cassandre donne beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Salut Cassandre. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation d'aujourd'hui. Avec plaisir. Je suis contente parce qu'on va parler de plein de trucs ensemble, mais ça fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés. On s'est vus en accompagnement il y a quelques semaines. Donc du coup, moi, j'ai un œil aussi nouveau pour découvrir ton histoire que les personnes qui vont nous écouter. Donc vraiment, merci de me faire confiance après si peu d'échanges. Avant d'attaquer dans le vif du sujet et de raconter ton histoire de parents et comment ça s'est passé pour toi, tu connais peut-être la question gimmick du podcast. Si tu devais résumer ta parentalité en 3 mots, comment est-ce que tu ferais ? Alors, je dirais partage, Ouais. bienveillance et humour. Ah, trop bien. Alors ça, c'est prometteur. Ok. Et du coup, voilà, avant de passer sur l'histoire de la construction de ta famille, est-ce que tu veux bien, du coup, nous raconter un petit peu à quoi elle ressemble ? Alors, je suis mariée avec Damien. Du coup, on est en couple depuis 9 ans maintenant. On a Siloé qui a 7 ans. On a eu Sohen qui a eu 2 ans là, début du mois de décembre. Et on a Billy, la petite dernière, qui va avoir 1 an dans peu de temps. Ok, et on imagine que c'est beaucoup de taf, du coup. C'est beaucoup de travail, oui. Ok. Du coup, on va rentrer dans toute l'histoire. On va dérouler le fil, si t'es ok. Ok. Avant de parler, du coup, de l'arrivée des enfants, tout ça, est-ce que toi, tu te souviens à quand remonte ton désir d'enfant ? Si c'est quelque chose qui a toujours été là, ou qui s'est construit, ou est-ce qu'il y a eu des allers-retours ? Voilà. Comment ça s'est passé ? C'est quelque chose qui est arrivé en fait avec ma première, parce qu'à la base, je n'avais pas spécialement un désir d'enfant qui était présent. J'avais même tendance à dire que les enfants, c'était pas forcément pour moi. Et ma première est arrivée par surprise. Ça faisait pas hyper longtemps qu'on était ensemble avec Damien et donc on n'était pas encore dans un projet bébé parce qu'on était en train d'attendre l'appartement pour emménager ensemble pour la première fois. Et donc bébé surprise et on a décidé de se lancer dans l'aventure. Voilà, on s'est dit si elle est là, c'est qu'il y a une raison et donc allez, on y va. Et donc en fait c'est comme ça qu'on tous les deux on est devenus parents et que l'envie derrière d'avoir une fratrie est arrivée. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Et comment t'as accueilli cette nouvelle dans ton corps physiologiquement ? Parce qu'une grossesse surprise, c'est quand même une sacrée claque, quoi. Ouais, non, ça a été dur. Ça a été assez compliqué, surtout que du coup, ça faisait beaucoup de nouveaux dans ma vie à ce moment-là. J'allais emménager pour la première fois avec mon copain. Je tombe enceinte assez rapidement. J'étais assez jeune, j'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte du coup. J'ai accouché à 24. Donc ça a été assez compliqué. J'ai fait une dépression qui a duré du coup quelques mois après l'accouchement. Donc je suis tombée en dépression peut-être 4 mois avant l'accouchement. Et du coup, ça a duré, j'ai accouché en septembre, à peu près jusqu'en décembre, je dirais. Ce qui m'a sorti de cet état, c'est la reprise du travail. D'accord, ok. Voilà, Et le le fait de fait de... reconnecter avec une identité... C'est ça, le fait de retrouver les gens, de pouvoir discuter, sortir un peu de ce carcan dans lequel on tombe un peu quand même quand on devient jeune maman, où au début on est seul, on est avec le bébé toute la journée. Surtout que moi, étant jeune, j'avais personne dans mon entourage qui avait des enfants. Donc bien évidemment, j'avais ma mère sur qui je pouvais compter, ce genre de choses. Mais en tout cas, dans les amis, à ce moment-là, j'étais la seule, j'étais la première. Donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué de pouvoir trouver des gens avec qui en discuter, quoi. Ouais, bien sûr.
Et Voilà. tu fais quoi dans la vie, du coup, pour que ton taf t'ait tant soutenu? Alors, à l'époque, j'étais assistante pédagogique. Donc, en fait, j'accompagnais les étudiants qui étaient en cours du bac au bac plus 5. Et je les Ok. accompagnais dans leur alternance. Je suivais est-ce que tout se passait bien, est-ce qu'ils s'épanouissaient en cours, je suivais les absences, les retards, tout ça. J'étais un Mhm. peu une sorte de CPE, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ouais, est-ce que tu te rappelles, parce que moi j'ai du mal, j'ai pas vécu ça comme ça, et c'est vrai qu'on n'a pas encore raconté beaucoup cette histoire-là euh, d'une grossesse qui est pas un projet avant d'arriver, tu vois. Comment Oui, est-ce que, à quel moment, ou est-ce qu'il y a eu des étapes pour toi pour te sentir enceinte, pour investir émotionnellement cette grossesse, pour te dire, ah ouais, ok, je vais être maman, quoi. je pense que... Alors, j'ai appris plus tard à déculpabiliser de ça, mais j'ai eu du mal au début à en parler. Je pense que je me suis vraiment sentie maman, ma fille avait 4 mois. Mhm. Euh, je suis pas sûre d'avoir réussi à investir la grossesse réellement parce que du coup, mon fils, donc mon deuxième, qui lui c'était vraiment voulu, on l'a choisi et tout ça, j'ai choisi de tomber enceinte. Là, c'est une grossesse où j'ai vraiment profité. Mais la première grossesse, du coup, quand j'y repensais après, euh, déjà quand je suis tombée enceinte, une des motivations qui a fait qu'on l'a gardée, c'est que je me sentais pas capable d'avorter. Pour moi, c'était hors de question. Donc je me suis dit, voilà, elle est là, on l'assume. Bon, je ne savais pas que c'était une fille à l'époque, mais on Mhm. assume son arrivée et on fera tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse et tout ça. Mais du coup, je pense qu'en fait, j'ai vécu cette grossesse avec un certain détachement. Mhm. Et je pense que c'est aussi pour ça que derrière, j'en ai fait une dépression, c'est que j'avais du mal avec ce corps qui changeait. Surtout à 23 ans, j'avais pas spécialement, j'étais pas prête à ça. J'ai eu beaucoup de mal aussi parce que du coup, 23 ans, on est encore dans un moment où on sort énormément, on fait beaucoup la fête. Et donc du coup, je me sentais déconnectée de tout le monde à ce moment-là de ma vie. Mes amis continuaient à sortir, à aller en boîte, voilà, à s'amuser. Et puis moi, bah non, c'est plus possible. Donc je suis pas sûre d'avoir réussi à investir cette grossesse en réalité. Je pense que je D'accord. l'ai vécue avec un certain détachement. Et vraiment, c'est que, ouais, c'est ça, je le positionne à peu près aux 4 mois de ma fille, où là, je me suis dit, ok, ça y est, je suis maman, et c'est ma fille. Avant, je le dis un peu en rigolant, mais j'avais tendance à me prendre pour la babysitter, quoi. Je m'en Mhm. occupais très bien, voilà, des bisous, des câlins, là-dessus, il n'y avait pas de souci, mais j'avais toujours ce truc de, bon, quand est-ce qu'on vient me la récupérer, quoi. J'avais du mal à me Mhm. dire, ça y est, c'est parti, c'est pour toute la vie. Et ma vie a officiellement changé et transformé. Et il faut que je me réadapte, en fait, et que je modifie. J'étais dans l'attente de récupérer la vie que j'avais avant, en fait. Ouais. De pouvoir ressortir comme je le voulais, d'avoir ce côté insouciant qu'on n'a plus quand on est parent, parce que forcément, ce qui est logique, on a besoin de structurer, d'avoir un cadre et de s'organiser, ce qui est normal. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça m'a pris un peu de temps, mais c'est venu vers ces Ok. 4 mois. Voilà. Ouais, ce qui est finalement à l'échelle d'une vie d'enfant pas énorme, quoi. Il y a des parcours de prendre conscience que oui, ça y est, c'est bon, on y va, c'est pour toujours et tout ça, qui prennent des mois, voire des années, ou qui se font vraiment jamais, en fait. Le Ouais, c'est regret ça. parental, et particulièrement le regret maternel, c'est un vrai truc, quoi. Mais c'est vrai qu'au moment où je le vivais, j'en parlais pas parce que déjà j'avais honte, parce que je comprenais pas pourquoi on entendait tout le monde autour, n'importe quelle maman, on entend dire que, allez, à la limite, on entend souvent dire que les grossesses sont compliquées, mais qu'une fois qu'on voit son bébé, c'est merveilleux, que tout de suite l'instinct maternel, ça vient, etc. Et moi, vraiment, pas du tout. Enfin, après, ça veut pas Hmm. dire que... Parce que des fois, on peut confondre, ça veut pas dire que je l'aimais pas et que... Vraiment, j'étais hyper câlin, hyper bisou, hyper tactile, mais c'est que j'avais toujours ce sentiment en arrière-fond de me dire, bon, bah, on va venir la récupérer, quoi. Est-ce que quelqu'un peut venir chercher cet enfant? Mais oui, et ce truc de l'instinct maternel, c'est une vaste connerie et puis souvent au service du fait d'aliéner un peu les femmes à leur rôle voilà, domestique, en fait, d'élever Mm. les enfants, etc. Mais, mais comment dire alors, a priori, ça n'a pas l'air d'être ton cas, ou en tout cas, ça ne l'a pas été pendant très longtemps, mais on peut aimer profondément son enfant plus que tout au monde et haïr plus que tout au monde le fait d'être parent. Les deux Oui, peuvent coexister. oui, c'est vrai que j'ai Donc, découvert ça effectivement tardivement. J'en ai entendu parler plus tard.
Et c'est vraiment deux choses différentes qui sont extrêmement tabous, c'est sûr, parce que on n'a pas le droit de pas être extrêmement épanouie et Oui, c'est heureuse ça. en plein postpartum, les seins à l'air qui dégueulent de lait, et son corps qui s'appartient plus, ni son temps, ni ses ressources, ni sa vie, ni quoi que ce soit. Mais non, tout est merveilleux, c'est génial. Merveilleux, Voilà, c'est... fantastique. Ok, tu veux bien nous raconter un peu l'accouchement, comment ça s'est passé? Alors du coup, l'accouchement a été compliqué. Donc bah voilà, j'étais déjà psychologiquement pas en super forme. J'appréhendais beaucoup. Je m'étais mal préparée parce que du coup, qui dit dépression dit que j'étais au fond du seau, donc j'avais pas pris les devants. J'avais dû faire les cours d'accouchement un peu obligatoires, donc les trucs très classiques, mais sinon je m'étais intéressée à rien. Euh, L'accouchement a été très long. Enfin l'accouchement, le pré-travail a été très long. Ça a commencé un lundi à 5h du matin, donc je secoue Damien. Damien, j'ai des contractions. Donc on est allé à la maternité, et à la maternité ils m'ont dit: ah, mais madame, vous êtes ouverte à 1, alors c'est gentil, mais vous allez rentrer chez vous, puis vous allez aller marcher un petit peu. Hein. Donc du coup a commencé ce périple, on est allé en forêt pour marcher. Bah On y oui, est tant qu'à faire. retourné. Oui, c'est ça. Et en plus, c'était le jour de mon terme. Donc, du coup, j'avais un rendez-vous qui était prévu à midi à l'hôpital. Donc, du coup, Ouais. à midi, on y est retourné, vu que c'était mon rendez-vous de fin de grossesse. Mhm. On m'ausculte, on me dit: bah non, vous êtes qu'à 3. Donc, du coup, entre 5h et midi, j'étais pas beaucoup plus ouverte. Donc, vous retournez marcher. Ok, donc on y retourne. Moi, j'étais au bout de ma vie. 18h, je retourne à la maternité. On me dit: non, toujours pas, madame. Vous êtes à 3 toujours. Donc on me renvoie à la maison, encore une fois. J'en pouvais plus. À 21h, j'ai une amie de ma maman qui m'appelle et qui me dit: écoute, moi je te propose, viens avec Damien à la maison, on fait un petit cours de sophro pour t'aider. Donc à l'époque, je connaissais pas du tout, mais je me suis dit: ok, allez, on y va, parce que de toute façon, j'avais vraiment mal et j'arrivais plus à faire autre chose que de souffrir. Et j'étais concentrée sur ma douleur et j'arrivais pas à me déconnecter. Donc on est allé faire un petit cours de sophro. Ça m'a fait énormément du bien. Ça m'a réussi à me détendre, à reprendre un peu le contrôle, parce que j'étais un peu en panique. Je rentrais un peu dans un état de panique. Et donc je suis rentrée, j'ai réussi à dormir un tout petit peu, entre 23h et 1h du matin. Et 1h du matin, par contre, j'ai réveillé Damien et je lui ai dit: là, j'en peux vraiment plus, faut qu'on y aille. Donc on est retourné à la maternité. Là, ils nous ont gardés, mais j'étais ouverte qu'à 5. Et donc, ils m'ont posé la péridurale. Donc après, on est arrivé à 1h du matin, mais le temps qu'on m'auscule, qu'ils envoient l'anesthésiste et tout ça, on m'a posé la péridurale, il était 3h du matin, donc ça faisait déjà quasiment 24 heures que j'avais des contractions. Après la péri, elle a été un peu surdosée, donc ça m'a fait du bien au niveau des contractions, mais par contre ça m'a rendue malade, j'ai vomi. Après je tremblais de tout mon corps, donc ils ont dû me mettre une couverture de survie parce que je tremblais et je contrôlais plus mes membres. Mais au moins les contractions se sont calmées, les douleurs en tout cas. Et du coup, j'ai accouché à 12h55 exactement. Le travail, j'ai commencé à pousser, il était midi. Quand on m'a installée, on m'a dit: allez madame, on va pousser. Donc on m'installe, et là ça a été un peu la catastrophe parce que la péridurale était donc trop dosée, je ne sentais plus rien. Donc en fait, je n'arrivais pas à pousser parce que je ne sentais même pas les contractions. Donc en fait, c'est quand la sage-femme posait la main sur mon ventre qu'elle me disait: il y a une contraction, il faut pousser. Donc ok, je poussais, mais en fait, je n'y arrivais pas. Donc on a commencé à me dire: madame, si vous ne poussez pas correctement, on va aller chercher des outils. Donc en gros, dépêchez-vous, parce que là, ça fait longtemps. On a commencé à m'appuyer sur le ventre. Donc ça, c'est pareil, je n'ai su que bien plus tard que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Mais vraiment, j'ai dû l'apprendre 2 ou 3 ans après. Moi, sur le moment, je n'ai même pas capté que... Donc on m'appuyait sur le ventre. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Je me suis fait engueuler. On m'a dit: ah non, hein, vous n'allez pas craquer maintenant, c'est pas le moment. Là, vous donnez tout ce que vous avez. Et donc voilà, donc j'ai continué à essayer de pousser, mais j'arrivais pas. Et donc au bout de 30-40 minutes, ils ont du coup appelé un médecin qui est venu. Et donc là, j'ai eu le droit aux spatules. Donc on m'a mis les spatules, ils ont écarté. J'ai commencé à dire que j'avais mal. Je leur ai dit: vous me faites mal. Et on m'a dit: non, non, madame, c'est dans votre tête. Et donc du coup, j'étais genre: bon, bah d'accord, c'est dans ma tête, mais pourtant j'ai vraiment, vraiment mal.
Et du coup, bah, 12h55, ma fille est sortie et j'ai découvert après qu'il m'avait fait une épisio sans m'en parler parce que du coup, j'avais des points. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Et donc, La voilà comment s'est violence. passé mon premier accouchement. Donc, ouais, ça a été Ah très ouais, une belle violent. entrée en matière. On m'a demandé si je voulais attraper ma fille. Du coup, j'ai dit non, 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 je veux pas. Je voulais pas non plus, du coup, l'allaiter. Enfin, vraiment, c'était très compliqué. C'était, voilà, Hmm. pas une partie de plaisir, quoi. Et du coup, derrière, donc 12h55, j'ai pas réussi à marcher avant 18h. Et en fait, on m'a remontée en chambre avec ma fille, mon mari et tout ça. Mais ma fille était sous, comment? Enfin, elle a été surveillée au niveau de la respiration parce que vu que Ouais. j'ai fait une dépression, j'ai eu des traitements Mhm. pendant la grossesse. Et du coup, il fallait qu'elle soit surveillée pendant plusieurs heures. Donc, elle était avec mon mari et moi, on m'a remontée en chambre et en fait, on m'a laissée avec ma chemise de nuit pleine de sang. Voilà, on m'a laissée comme ça. Et en fait, c'est quand ma mère est arrivée à 18h pour me rendre visite, en fait, pour voir la petite, qu'elle m'a aidée à me changer parce que moi, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à bouger à cause de la péri. Et donc, c'est ma mère qui m'a aidée à me changer, à me nettoyer un petit peu parce que du coup, bon, on m'avait laissée comme ça, quoi. On m'a remontée en chambre et on m'a laissée comme ça. Mais quel enfer! Ouais, 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 ça n'a pas été très cool. Et en fait, c'est que plus tard, quand j'ai repensé à l'accouchement, où je me suis dit, genre, mais vraiment, en fait, ça a été. Enfin, c'est pas censé être comme ça, quoi, un accouchement. Sur le moment, c'était ma première fois, donc je me rendais pas spécialement compte. Enfin, ouais, sur le coup, il n'y a rien qui m'a choquée, en fait. C'est vraiment plus tard, quand Hmm. j'y ai repensé, où je me suis dit, mais en fait, non, mais en fait, c'est pas normal. En fait, j'aurais pas dû vivre ça comme ça. Enfin, c'est pas. Enfin, ça Hmm. n'a clairement pas aidé, en vue de mon état, à ce que je crée un lien avec ma fille, quoi. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Tu m'étonnes. Et t'as pu. Est-ce que t'as ressenti le besoin de. Soit d'aller parler aux équipes ou à l'hôpital, soit d'entreprendre un chemin pour toi pour guérir du trauma, quoi? Parce que ce que tu racontes, c'est clairement une scène traumatisante, quoi. Non, pas du tout sur le moment, parce que j'ai dû le réaliser 2 ans après. Oh, mais même 2 ans après? Non, c'est vrai que j'ai pas du tout eu cette démarche. Je me suis Mhm. juste dit, par contre, ok, euh, le prochain accouchement, je veux maîtriser ce qui se passe. Et donc là, Hmm. pour l'arrivée de mon fils, effectivement, c'était beaucoup plus cadré. Déjà, j'ai choisi ma maternité. Euh, Alors que pour ma fille, je n'ai pas choisi. En fait, je suis allée à la maternité de mon quartier, entre guillemets, hein, de la plus proche. Là, vraiment, j'ai choisi la maternité, je savais où j'allais, j'avais un projet de naissance. Enfin voilà, c'était beaucoup plus étudié. Euh, et donc, ça s'est très bien passé pour mon fils. Mais effectivement, pour ma fille, j'ai pas pensé dans un second temps à aller en parler à l'équipe. Oh là là, ok. Et toi, en fait, tu as eu la résilience suffisante pour en guérir, toi, avec du temps et de l'espace, ou tu as ressenti un besoin d'accompagnement? Non, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Je travaille beaucoup seule. Je Mhm. m'interroge beaucoup, je lis beaucoup sur le développement personnel. Donc, c'est vrai que j'arrive assez facilement à me faire des introspections sans forcément avoir besoin d'être accompagnée, ce que par ailleurs je fais hein, quand j'en ai besoin pour d'autres Mhm. problématiques ou d'autres traumas que je peux avoir. Mais en tout cas, pour celui-là, j'ai réussi par justement des podcasts ou des livres que j'ai lus à, à me guérir seule. Oh, quelle force! C'est assez impressionnant. Ok, donc Siloé arrive. Comment se passent du coup les premiers temps? J'imagine qu'on est un peu hagard quand on traverse ça, qu'on est un peu déconnecté de soi. En plus, sur l'arrière-fond de dépression, comment est-ce que ça a été? Est-ce que tu as pu recevoir du soutien quand même pour naviguer un peu tout ça? Alors j'ai eu mon mari qui était quand même assez présent. À l'époque, il n'y avait qu'une semaine de congé paternité. Mais il avait lui anticipé, vu qu'on savait qu'elle allait arriver en septembre, il n'avait pas pris de congé d'été. Et donc en fait, il a posé un mois de vacances à la suite de mon accouchement. Et donc en fait, il a eu un mois et demi où il était avec nous à la maison. Donc c'était quand même déjà, Top. c'était déjà ça. J'ai envie de dire que ce premier mois et demi où on était tous les deux, c'est très, très vaseux comme souvenir qu'on en a tous les deux. Hmm. Parce qu'on était dans un tel état de fatigue, on avait Hmm. l'impression, en fait, on alternait. C'était un coup, il y en avait un qui allait dormir pendant que l'autre s'occupait de la petite.
Et on échangeait, parce que Siloé, ça n'a pas été une bonne dormeuse. Ça l'est toujours pas trop d'ailleurs, ça commence, il y a 7 ans, elle commence à apprécier les grasses matinées. Et donc du coup, voilà, elle était très compliquée avec le sommeil. Et donc en fait, on en a un souvenir, je pense que notre cerveau, il a fait un blackout un peu. Et donc ouais, c'est très vaseux en fait. On avait l'impression de faire que dormir et qu'on ne s'est pas vu pendant 1 mois et demi en fait. On alternait chacun son tour pour survivre. Il y en avait un qui allait dormir pendant que l'autre donnait le biberon et tout ça. Et ensuite, quand il a repris le travail et que je me suis retrouvée toute seule avec elle, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que je pense que j'étais pas prête à passer mes journées avec un bébé. Et que j'avais du mal, en fait. J'avais du mal à pas avoir de temps pour moi. Je suis quelqu'un j'adore lire. Voilà, ça, c'est ma passion, j'aime lire. Et donc là, je n'arrivais pas à lire. Et donc, ça peut paraître bête, hein, mais c'est quelque chose ça me frustrait. J'étais à la maison toute la journée et j'arrivais pas à lire, j'avais pas le temps pour lire. Et donc, c'était quelque chose qui vraiment me mettait dans un état... ça peut paraître bête, hein, mais c'est le fait de ne plus avoir de temps pour soi. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu besoin de ce temps d'acceptation, de me dire, OK, quand on est parent, la vie change et donc on ne peut plus faire comme on a l'habitude de faire. On doit s'adapter, on doit changer. Et donc, ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre et m'organiser différemment. Mais donc, au début, ça provoquait une frustration qui était terrible. Et donc, je dis merci maman, d'ailleurs, si elle m'entend, parce que je devais l'appeler au moins 50 fois par jour, en lui disant, mais là, maman, je fais quoi? Elle pleure. Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, je sais pas, tu lui as changé la couche? Est-ce que tu lui as donné à manger? Et c'est, j'appelais SOS maman 50 fois par jour. Et en fait, c'est elle qui me disait, mais là en poussette, va faire un tour, promène-toi, il fait beau. Voilà, parce que moi, j'étais démunie, il n'y a rien qui me venait en tête, en fait. J'étais juste là, je fais quoi? Voilà, à part lui faire des câlins, je ne savais pas quoi faire. Parce que déjà, un bon starter pack, hein, le câlin, quand même, on va pas se mentir. Oui, là-dessus, j'ai jamais eu trop de soucis. À faire des câlins, ça là-dessus, c'est pas un problème. Ça c'est cool. Mais après, par rapport à ce que tu disais, tu vois, c'est pas bête du tout. C'est-à-dire que le fait d'être frustré dans l'accès à ce qui nous procure de la joie, quelle que soit la source, hein, c'est super dur comme deuil à faire, même si on se dit que oui, c'est temporaire et qu'on va quand même y avoir accès, mais de manière restreinte, etc. C'est super dur. C'est super dur, et d'autant plus quand en fait on n'était pas préparé, parce que je pense que quand on a un désir d'enfant, on le sait, donc on se prépare mentalement, parce qu'effectivement pour l'arrivée de mon deuxième et encore plus de ma troisième, ça n'a pas du tout été une question qui s'est posée, parce que je le savais déjà, c'est quelque chose d'anticipé, mais pour ma fille, c'est vrai que tout me tombait dessus comme ça, étant en dépression en plus, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas cherché à me renseigner spécialement, donc j'avais pas pris les devants. Et donc c'est pour ça qu'il m'a fallu un certain temps pour l'appréhender et l'accepter. D'accord, voilà. Ok. Et du coup, tu dis à 4 mois et au retour au boulot, les choses se sont un peu éclaircies. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où tu t'es sentie vraiment en paix, alignée, avec l'idée que c'est bon, c'était parti, quoi? Alors pas d'un moment précis, mais je sais que j'ai en tête en janvier 2017, du coup, tout allait mieux. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sais que voilà, en janvier, j'avais récupéré ma joie de vivre. Je me souviens que c'était reparti comme en l'an 40, que ça y est, je me sentais bien, que j'arrivais de nouveau à rire, que je passais plus mes journées à pleurer, que voilà, ça m'a vraiment fait du bien de reprendre un contact social. Du coup, j'avais des mamans autour de moi qui n'avaient certes pas mon âge parce qu'elles étaient plus âgées, mais le fait d'avoir des mamans, de pouvoir partager, discuter, ça a tout changé. Là où avant, je me sentais très isolée, j'avais pas d'autres mamans avec qui échanger. Et du coup, là, voilà, je pense que le fait d'avoir d'autres mamans autour de moi et qui m'ont dit « Ah bah oui, nous aussi, on a connu ça, nous aussi, on est passé par là, tu verras, ça passe », qui m'ont donné des astuces, qui m'ont donné des choses à essayer, en fait, je pense que ça a tout changé. Ouais. Là, et ça m'a beaucoup aidée. Et du coup, la question du sommeil, ça ressemblait à quoi chez Siloé? Comment ça s'est traduit, ces difficultés? Alors, Siloé, elle ne s'endormait jusqu'à ses 4 mois. Alors, je vais faire crier, je pense, pas mal de personnes. Mais jusqu'à ses 4 mois, elle dormait littéralement sur moi. C'est-à-dire qu'elle avait la tête dans mon cou. Et elle dormait vraiment sur moi.
Si tu savais comme c'est fréquent ça, que tu veux faire crier Ouais, personne parce qu'il y a plein de gens qui traversent ça, moi compris. parce qu'on va me dire alerte danger, j'étais là, je sais, mais en fait sinon elle ne dort pas et je suis épuisée. Mhm. Donc en fait vraiment je dormais en position semi-assise. Je me Mhm. mettais des coussins à droite, des coussins à gauche. Et en fait, du coup, j'étais bloquée assez vite parce que vu qu'elle ne dormait comme ça, que comme ça, bah, en fait, j'allais me coucher à 21h. Donc j'allais me coucher, Mhm. moi. Des fois, je me couchais, j'avais même pas encore eu le temps de manger spécifiquement, mais bah, tant pis, voilà. Et donc en fait, je m'endormais avec elle sur moi en position semi-assise. Donc ça, c'était jusqu'à ses 4 mois. Après, on l'a passée dans son lit. Et on a essayé, en tout cas, de la passer dans son lit, donc qui était dans la même pièce que nous. Et là, en fait, on passait des heures et des heures et des heures à l'endormir, ou quand on la posait, hop, les yeux s'ouvraient instantanément. Donc hop, Mais on oui. était reparti. Mon mari, je pense qu'il pourrait dire le nombre d'heures qu'il a passé à faire le tour du pâté de maison en poussette pour l'endormir, parce qu'il n'y avait que la poussette qui l'endormait, ou la voiture aussi, ça marchait bien. Mais voilà, on a passé des heures. Et après, quand elle était plus grande, alors Siloé, ça a été un bébé qui a eu un développement très rapide. Elle a marché très vite, elle a fait du 4 pattes très tôt, elle a parlé très tôt. Donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui a simplifié la tâche, c'est qu'on a pu rapidement communiquer avec elle. Mhm. Et donc à partir du moment où il y a eu la parole, on était passé sur une autre étape. Et là, par contre, pour s'endormir, elle voulait qu'on reste assise à côté d'elle. Donc on D'accord. passait jusqu'à ce qu'elle s'endorme, il fallait qu'on reste assis à côté d'elle. Et ça a duré jusqu'à ses 2 ans et demi, je pense. C'est juste qu'au fur et à mesure, on Ok. s'éloignait. Donc au début, c'était collé au lit, puis après, on s'éloignait un petit peu. Puis après, il fallait qu'on reste dans l'entrebâillement de la porte pour qu'elle nous voie. Donc je me souviens, on prenait une chaise, on s'asseyait devant la porte. Il fallait qu'elle nous voie. Et ensuite, un peu avant ses 3 ans, le fait qu'elle nous entende dans le salon, ça commençait à suffire. Parce qu'on était dans un petit Mhm. appartement au début. Et donc on était dans le salon, elle nous appelait « Maman !» avec sa petite voix. « Oui, je suis là, tu peux faire dodo. » Et donc elle nous appelait comme ça régulièrement. Et je pense que ce qui a tout changé sur son sommeil, c'est l'entrée à l'école. Ok. À ses 3 ans, c'est là qu'elle a commencé à avoir un vrai sommeil, parce que je pense qu'enfin elle était stimulée euh, assez, en tout cas pour rentrer à la maison et être fatiguée le soir. Parce que je pense que c'est une Mhm. petite qui avait besoin d'être plus stimulée que ce que l'on faisait nous. Et Mhm. donc c'est l'entrée à l'école qui lui a fait beaucoup de bien. Voilà. D'accord. Ok. Et donc là, tu dis que c'est encore un peu compliqué. C'est parce que quoi, il y a des périodes de régression où tu la sens Elle fait des terreurs angoissée ou nocturnes. comment ça? Elle fait Elle des fait une terreurs terreur nocturne. nocturnes. C'est une petite fille qui a beaucoup d'angoisse, qui a facilement des anxiétés. Et donc, le moindre stress qu'elle peut avoir dans la journée, c'est son sommeil qui va en pâtir tout de suite. Mhm. Vraiment, tout de suite, ça ressort sur son sommeil, donc avec des terreurs nocturnes, des cauchemars. Elle peut commencer à faire des grasses matinées, et encore quand j'ai grasse matinée, attention, il faut prendre des pincettes, c'est-à-dire qu'elle dort jusqu'à 8 heures. Mais Ouais, sinon, quand même. voilà, oui, bah, sachant que je me lève à 6 heures, je trouve que 8 heures c'est bien. De ouf, bien sûr. Mais effectivement, sinon en moyenne, elle se lève aux alentours de 7 heures, quoi. C'est pas, elle apprécie pas encore de rester traînée au lit, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Sauf quand il y a école. Là, bizarrrement, les matins où il y a Ah école, oui. on a plus de mal à la lever, hein. Ah bah évidemment, sinon c'est pas rigolo, bien sûr, Sinon, si c'est ça pas devait être drôle. cohérent. C'est ça. Ok. Donc du coup, vous construisez votre petite vie à trois. Est-ce qu'il y a d'autres Voilà. challenges que le sommeil? C'est arrivé plus tardivement, effectivement. Je pense que l'entrée à l'école, ça a amené d'autres problématiques. On a commencé à rencontrer les premiers chagrins qu'elle pouvait avoir de par les disputes avec les copains, les copines, ce genre de choses. C'est une petite fille qui est très sensible, Siloé. Euh, donc au début, nous, on a mis une éducation très bienveillante autour d'elle. Moi, je suis très dans l'écoute. Je pars du principe que c'est pas parce que c'est une enfant qu'on ne doit pas accepter et écouter les émotions qu'elle peut avoir, notamment quand c'est de la colère ou ce genre de choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents Mhm. qui n'acceptent pas spécialement. Alors attention, hein, je ne suis pas parfaite, hein, il y a des moments où je m'énerve aussi et que je perds patience, mais en tout cas, au maximum, j'essaye de la laisser exprimer son mécontentement et en tout cas d'être dans l'échange toutes les deux. Et j'ai trouvé que l'école avait abîmé l'éducation qu'on avait pu mettre en place, parce qu'elle s'est Mhm. retrouvée confrontée à des enfants qui n'ont pas le même style de vie, n'ont pas la même éducation.
Et du coup, j'ai trouvé, ouais, voilà, je pense que c'est le mot, j'ai trouvé que ça avait abîmé l'éducation qu'on avait pu mettre en place et certaines choses, certaines ouvertures d'esprit qu'on avait essayé de lui inculquer, où il y avait eu des retours en arrière, et encore maintenant d'ailleurs à 7 ans. Euh, je trouve qu'il y a des retours en arrière. Après, peut-être que c'est positif aussi parce que ça nous permet de rediscuter avec elle de certaines choses. Mais voilà, j'ai trouvé que l'école avait abîmé. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Ça avait abîmé ce qu'on avait mis en place. Ouais, c'est dur quand on a des enfants en plus avec un degré de sensibilité, on va dire plus, peu importe hein, où on met le curseur, et qu'on y fait attention et qu'on essaie de développer un décodeur sur mesure pour son enfant avec une communication qui soit efficace, qui soit complice, qui Oui, soit bienveillante effectivement. L'école, c'est un endroit un peu inévitable où il faut se conformer. C'est l'apprentissage du conformisme en fait, c'est obéir à des règles oui, sans qu'on ait forcément trop le temps de nous les expliquer à chaque fois et c'est pas l'espace du sur-mesure pour le coup. tout à fait. Et c'est vrai que pour les enfants très sensibles, ça leur demande un effort colossal de comprendre qu'il y a deux salles, deux ambiances entre la maison et l'école. Et pour le parent, quand on a en plus donné tant d'investissement au fait de pouvoir créer quelque chose qui fonctionne, ce qui est très gratifiant, je trouve aussi, quand on a une parentalité si consciente de voir que pour notre enfant, ça aide, que ça lui donne des armes pour exprimer ses émotions, les Tellement. verbaliser, les canaliser, etc. Je suis passée par des choses similaires et c'est vrai que ça fait mal quoi, de se dire qu'est-ce que ça remet vraiment en jeu et est-ce que je vais pouvoir faire face ou est-ce que mon éducation va suffire à protéger mon enfant de cette espèce de déconnexion de soi-même qu'ils peuvent ressentir quand ils sont là-bas, quoi. Bah, je suis certaine que ça la protégera pas, hein. Malheureusement, elle, comme nous tous, elle va devoir passer par des choses qui sont pas forcément agréables. Mais c'est vrai que oui, en tant que parent, c'est des choses qui font mal au cœur, quoi. Quand on a, donc là, elle a Mm. 7 ans, quand elle rentre de l'école et elle commence déjà à complexer de son physique. Parce qu'à l'école, on lui a dit qu'elle avait les dents de travers, qu'on lui a dit qu'elle était trop mince, parce elle est toute petite et toute fine. Et donc on se moque de sa taille, on se moque de tout ça. Et donc c'est vrai que c'est dur en tant que parent, parce que nous, on lui apprend à elle accepter tout le monde, à être bienveillante envers tout le monde, peu importe la taille, la couleur, voilà. Et derrière, elle s'en prend plein la figure Mm. par des enfants qui ne le sont pas. Alors du coup, on a beau dire c'est des enfants, ça reste dur du coup. Et c'est pas facile, elle, de lui demander de rester gentille, agréable et bienveillante envers les autres, alors que c'est pas ce qu'on lui donne à elle quand elle est à l'école, quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Répondre. En fait, des fois, on est un peu dans le déni de cette grande question qui est dans un bel angle mort, mais qui un jour, on sera bien obligé de regarder. C'est comment est-ce qu'on apprend à nos enfants à répondre à la violence, Oui, à la violence qu'ils constatent, à la violence qu'ils subissent. Parce que moi, typiquement, en tant que personne adulte, je suis pas sûre d'avoir une bonne réponse pour ça. ouais, Et c'est vrai du que c'est coup, je ne sais compliqué. pas du tout comment l'expliquer à mes enfants. J'essaye, mais c'est dur, quoi. Où est-ce qu'elle commence la légitimité de s'opposer, de refuser la violence qu'on subit ou celle qu'on voit imposée à autrui? Enfin, c'est une très vaste question, je trouve. Oui, oui, c'est vrai que c'est très compliqué en tant que parent de trouver la limite, parce que bien Mm. évidemment qu'on lui dit de se défendre, euh, mais c'est vrai qu'il faut toujours préciser en lui disant attention, tu as le droit de te défendre, mais Mm. voilà, faut pas être la première, faut pas, parce que c'est vrai que du coup, elle peut aussi tomber dans l'inverse et elle pourrait devenir, elle, une personne qui pourrait être désagréable, voire agressive avec d'autres enfants, Mhm. parce que maman ou papa a donné la légitimité de se défendre et que si c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas, et ben elle va dire bah, je me défends. Alors qu'effectivement, bah Mhm. non. Donc c'est vrai que je suis d'accord, c'est une question qui est très 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 complexe. Ouais, Mm. vraiment, vraiment trash. Et en plus, pas, comment dire, il y a forcément des exceptions. Et puis, euh, même moi, en fait, enfin, on est, surtout en tant que femme, quand on est socialisé comme femme ou lu comme femme dans l'espace public, on est soumise à de la violence constamment, de Oui, harcèlement, de rue, patin couffin. Et en fait, moi, je me rends bien compte que j'ai pas une réponse unifiée à chaque fois, que parfois j'ai l'énergie et la rage de répondre et de me défendre, et parfois je suis juste bloquée, quoi, ouais, de c'est ça. Il y a des fois, on sidérée. est Et du coup, fatigué, on n'a pas le courage, on n'a pas la force. Ouais, je suis complètement d'accord. mais ouais, on sait Mm. que ça servira à rien, ce que tu veux, et du coup, ouais,
en fait, donner un système, un code de conduite exhaustif à nos enfants sur cette question-là, en tout cas, je ne suis pas prête, moi. J'essaie d'y réfléchir très fort, parce que ça commence. J'ai un enfant qui se questionne un peu sur son genre, et que du coup, voilà, exprime des choses qui ne sont pas mainstream, quoi, disons. Oui. Et donc, s'expose à beaucoup de violence et beaucoup de harcèlement. Et du coup, j'essaie de réfléchir très, 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 très vite pour pouvoir l'aider très, 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 très vite sur ces questions-là. Très rapidement. C'est un peu... Ouais, mais bon, on verra. Ok, donc c'est encore parfois complexe. Est-ce qu'au moins, dans tout ça, la communication est toujours très fonctionnelle entre vous? Est-ce qu'elle vous dit quand ça va pas? Oui, il y a toujours une communication. Elle s'exprime énormément. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, effectivement, en interne à la maison, c'est quelque chose qui est resté. Là-dessus, il n'y a pas de... Ok. Voilà. Ok, génial. Et à quel moment, avec toute cette arrivée, entrée en matière dans la parentalité, tu te dis, tiens, il y aurait peut-être... là, il y a envie d'un numéro bis. Allez. Quand est-ce qu'on a eu envie d'un deuxième? Je pense que c'est quand on est sorti de toute cette étape couche, biberon, que Siloé a commencé à avoir un âge qui faisait qu'on pouvait sortir, qu'on a pu aller au zoo, aller faire voilà, plein de sorties familiales. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, tiens, on a retrouvé une certaine liberté, pourquoi on n'en ferait pas un deuxième? On remet le couvert. Je pense qu'effectivement, ça nous manquait au final d'avoir un bébé. Moi, je commençais à avoir mes amis autour du coup qui commençaient à avoir leur premier enfant. Donc on était dans les bébés. Et du coup, je pense que ça m'a donné envie d'avoir un deuxième bébé pour pouvoir le vivre différemment. Et en fait, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, j'ai pas kiffé quand Silo elle était bébé, donc j'ai envie d'un deuxième pour pouvoir vivre en fait une maternité où je me sens bien. Et donc en fait, j'avais envie de ce deuxième aussi pour, je pense, comment dire? Réparer? Oui, c'est peut-être ça, ouais. Réparer et du coup revivre la chose en étant bien et en me disant, ok, je peux avoir un moment serein et sain avec mon bébé, quoi, dès le début. Ok. Voilà. Et donc Et c'est donc, là du qu'on a coup, eu elle a l'envie quoi? de deuxième. Ok, donc l'envie arrive quoi? Quand elle a 3-4 ans, quelque chose comme ça? À peu près, ouais, c'est ça, quand elle a Ouais. 3-4 ans, ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et du coup, Du c'est coup, quand, on quand lance, l'envie se transforme en projet rapidement? voilà, on lance le Ouais. projet bébé. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais eu trop de soucis à tomber enceinte avec mon mari. Par contre, j'ai eu du coup 2 fausses couches avant de réussir à avoir mon fils. Donc je suis tombée enceinte de mon fils du coup début 2021. Oui, c'est ça. Mhm. Début 2021. Et donc, du coup, entre-temps, j'ai fait 2 fausses couches, donc une fin 2019 et une fin 2020, du coup. Voilà. D'accord. Donc, c'était des fausses couches assez précoces, hein, voilà. La première, j'ai fait un test qui était positif, j'ai fait une prise de sang qui était positive, donc je prends rendez-vous pour l'écho de datation. Je vais à l'échographie et là, on me dit, mais madame, vous êtes sûre que vous êtes enceinte? Je dis, bah oui. Elle me dit, bah je ne vois rien. C'était pas une dame très très agréable, hein. J'avais pris rendez-vous dans un cabinet Ouah. radiologie. Elle me dit, bah écoutez, moi je vois rien, faut que vous preniez rendez-vous avec une sage-femme. Bon, ok, très bien, donc je sors, j'appelle mon mari, je lui dis, bon bah c'est bizarre, elle a rien vu, l'échographiste. Et en fait, dans la foulée, je crois le lendemain, j'ai commencé à avoir des saignements. Et donc effectivement, là j'ai appelé, je ne sais plus à l'époque qui j'ai appelé, je ne me souviens plus, on m'a dit effectivement, bah, vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc ensuite, j'ai attendu que ça passe et j'ai dû aller faire une échographie de contrôle pour vérifier que tout était bien parti. Et pour la deuxième, par contre, la deuxième fausse couche, pareil, test positif, prise de sang avec le taux qui doublait correctement. À l'échographie de datation, tout allait bien. Il y avait un petit cœur qui battait. Et par contre, quand est-ce que... Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu quand même un doute au moment de l'échographie. Il m'a dit au niveau du développement, j'ai quand même un doute. Donc là, pour le coup, j'avais choisi
un cabinet dans Paris spécialiste qui était un peu spécialisé dans l'accompagnement de la grossesse et tout ça pour être un peu chouchouté pendant ma grossesse. Donc le docteur était génial. Et donc il m'a dit, il y a quand même un petit doute sur le développement par rapport à la taille et aux semaines auxquelles vous devriez être. Donc contrôle dans 15 jours. Donc j'y retourne dans 15 jours. Et là, il a un doute. Donc on se revoit encore une fois après. Et là, il me dit que voilà, en fait, il y a plus de cœur et que le développement s'est stoppé. Et donc, il m'a prescrit des médicaments parce que du coup, là, ça ne s'évacuait pas tout seul. Et donc, du coup, là, j'ai dû prendre des médicaments pour que ça parte. D'accord. Et comment vous avez vécu ça? Comment toi, tu as vécu ça? Plutôt bien. Je pense que j'ai eu peut-être une journée ou deux un peu down, où j'étais pas très bien, où voilà, je me disais... c'est pas cool quoi. Là j'en ai envie maintenant et du coup je suis là, ça n'arrive pas alors que ma fille où j'avais pas spécialement de projet, ben, on a réussi sans souci. Donc je me disais c'est quand même pas juste que quand on en a envie, là tout d'un coup on galère quoi. Mais voilà, ça a dû durer 2 jours. Après j'ai rebondi assez rapidement. Je me suis dit allez c'est pas grave, si ça arrive c'est qu'il y a une raison. Donc on relativise. Et voilà, et effectivement je suis retombée enceinte rapidement derrière parce que j'ai jamais eu trop de soucis pour tomber enceinte et ben, c'était la bonne. Et du coup, voilà, mon fils est arrivé et voilà, petite merveille. On a bien fait d'attendre. Ok, donc là, quand tu tombes enceinte de ton petit chat, comment ça se passe? J'imagine que du coup, avec ce que vous veniez de traverser, il y a eu un petit peu d'angoisse au départ. Quand est-ce que tu comprends que c'est bon, ça y est, et comment cette fois tu investis ta grossesse? Alors, j'ai pas trop angoissé. Je suis pas quelqu'un, j'ai tendance à... Je me stresse pas. Enfin, j'essaye au maximum de pas me stresser. Je me dis de toute façon, ça sert à rien parce que ce qui doit arriver arrivera et c'est pas parce que je me suis stressée que ça n'arrivera pas. Donc, j'ai pas spécialement stressé pour la grossesse. Je l'ai annoncé très rapidement, bien avant les 3 mois parce que de toute façon, je ne sais pas garder un secret. Je parle beaucoup trop, donc de toute façon, c'était pas possible. Donc voilà, donc je l'ai annoncé assez rapidement à tout le monde. Et donc là, j'ai été très investie dès le début. J'ai lu énormément, j'ai chillé pendant toute ma grossesse. Massage, détente, j'ai vu une doula, je me faisais papouiller à tout va. Voilà, vraiment, c'était le mot d'ordre pendant cette grossesse, c'était je veux être détendue, je veux être zen et je veux profiter. Et donc là, j'ai beaucoup plus profité. J'ai passé une grossesse, alors je ne vais pas dire agréable, parce que l'état de grossesse n'est pas de toute manière un état qui me plaît. Voilà, j'aime pas ça. Mais en tout cas, c'était quand même plus agréable dans le sens où j'étais contente de sentir mon bébé bouger. Quand mon petit bidon il est apparu, j'étais contente. Voilà. Mais donc de manière générale, c'était une bonne grossesse. Juste moi, j'ai quand même des grossesses, j'ai pas un corps qui le vit très bien, donc très vite j'ai des douleurs. Je contracte beaucoup pendant mes grossesses. Donc je suis assez rapidement arrêtée. J'ai des douleurs ligamentaires qui font que j'ai du mal à me déplacer. Donc pour aller chercher ma fille à l'école elle est à 5 minutes à pied, je mettais 20 minutes. À la fin de la grossesse, je mettais 20 minutes. Parce qu'en fait, j'avais mal dès que je marchais. Donc c'était compliqué, mais voilà, ça reste une grossesse qui reste positive quand même. Ok, d'accord. Voilà. Et l'accouchement, alors, comment ça s'est passé? Et l'accouchement, très bien. Du coup, j'avais choisi ma maternité. J'ai accouché au Blouet, qui est assez répandu pour sa bienveillance. C'était génial. On m'a proposé une baignoire. Du coup, j'ai pu me mettre dans un bain chaud. Voilà, donc le travail ça a toujours été un petit peu long, mais beaucoup moins que pour ma fille. Donc je vais à la maternité une première fois, parce que le travail avait commencé. Je contractais depuis pas mal de temps. Pareil, on me dit, allez marcher. Vous n'êtes pas assez ouverte, j'étais à 4, quelque chose comme ça, donc j'étais déjà un peu plus ouverte. Je retourne marcher un petit peu et les contractions se sont arrêtées. Il y a eu une pause à un moment donné. Donc je retourne à la maternité en me disant, là j'ai plus de contractions. Donc ils m'ont quand même mis sous monitoring. Et là ils m'ont gardée, effectivement, je suis restée à la maternité. Ils m'ont donné un ballon pour que je fasse mes exercices. J'ai pas voulu la péridurale tout de suite. J'ai voulu tenter de ne pas faire de péridurale, sachant qu'au Blouet, ils font... une péridurale microdosée. Voilà, donc j'ai fini par la demander à 14h, j'en pouvais plus, donc j'ai demandé la péridurale, mais du coup microdosée. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette péridurale, c'est qu'on peut rester mobile.
Contrairement à une maternité classique où dès qu'on a la péri, on doit être en position allongée et plus bouger. Là, en fait, je pouvais marcher, je pouvais continuer à faire du ballon. Vraiment, je pouvais faire ma vie normalement. Et ça, c'était très appréciable parce que du coup, je sentais les contractions, mais je n'avais plus la douleur. Donc vraiment, ça a fait toute la différence. Et donc du coup, vient le moment où on s'installe, où je m'installe, parce que mon mari était là, mais il s'est installé, où je m'installe. Ah bon, et du il n'a coup, pas eu là, envie de mettre les pieds dans les étriers. ça a été beaucoup plus facile. On m'installe, alors attendez que je me remette dans le truc, c'est ça, on m'installe, et en fait, elle regarde, elle me dit, bon, ça va, on est à 9, donc ça va être pour bientôt, mais je reviens, j'ai une dame qui est en train d'accoucher là tout de suite, donc je suis là dans pas longtemps. Et elle me dit, si vous sentez que ça pousse un peu, vous pouvez pousser, ça va soulager, ça va faire du bien. Elle s'en va. Et là, effectivement, je commence à avoir des douleurs très très fortes, parce que du coup, la microdosée, c'est bien, on peut continuer à être mobile, mais du coup, c'est pas... on sent quand même. Et donc là, j'étais à un stade où je me disais, là quand même, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et effectivement, je sentais que j'avais un besoin de pousser qui était très très fort, très très présent. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire comme elle m'a dit, donc je pousse. Donc j'y vais, je pousse. Donc effectivement, ça fait du bien, c'est un soulage. Et puis j'avais encore très très mal, et donc je pousse. Et là, moment de panique, j'ai la tête qui sort. Et on était seuls avec mon mari, il n'y avait personne avec nous. Et donc là, je panique et donc je crie un petit peu, genre « il y a la tête, il y a la tête, il y a la tête !» Alors mon mari, très courageux, il va, regarde et il fait « ah oui, il y a la tête !» Et donc là, il sort en panique en appelant genre « s'il vous plaît, quelqu'un, vite, vite, il y a la tête !» Et en fait, elles sont arrivées en courant. Elles m'ont dit surtout « mais ne poussez plus !» Elles ont enfilé leurs gants très rapidement. Et en fait, elles m'ont dit « on y va !» Et donc là, j'ai poussé et elles l'ont rattrapé, il a glissé sur la table. Et vraiment, elles l'ont rattrapé au moment où il sortait parce que, voilà. Et donc, hop, elles l'ont attrapé en vol. Et donc, en fait, j'avais même pas les pieds qui étaient mis dans les... Comment ça s'appelle Les étriers, ouais. Voilà, j'avais même pas les pieds dans les étriers. En fait, j'étais juste allongée sur la table parce qu'elle m'avait auscultée juste avant. Mais voilà, il est arrivé comme ça. Ah, mais c'est épique comme accouchement. Bienvenue. Et là, pas d'épisio, rien du tout, quoi. Il est sorti tout seul. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Donc, il est propulsé, il est pas né cet enfant. C'est ça, il est propulsé. Donc les sages-femmes, elles n'ont même pas eu le temps d'enfiler leurs gants qui étaient déjà là. Donc hop, travail terminé. Merci d'être venu, c'était gentil. Oh la fusée. Waouh. Ok, eh ben, c'est classe. Donc voilà. Et comment s'est passée la rencontre du coup cette fois ? Beaucoup mieux. Du coup là, pour le coup, c'était vraiment bien plus agréable. J'avais envie d'allaiter déjà. Donc ça a été le premier changement, c'est que j'ai eu la découverte de l'allaitement. Et donc là, pour le coup, j'étais complètement in love de mon fils tout de suite. Voilà, maman gaga. Il était collé au sein toute la journée, ça m'allait très bien, j'étais très heureuse. Il était collé à moi tout le temps et voilà. Et je ne sais pas si ça a fait la différence, mais en tout cas, c'était un bébé qui dormait. Le fameux bébé parfait du milieu. C'est ça, le bébé du milieu parfait. Et c'est ça, c'est ce que tu me disais un rendez-vous. Pour le coup, avec lui, il n'y a pas grand-chose à signaler, quoi. Ça s'est tout plutôt bien passé. Non, ouais, il a eu effectivement des petites coliques de nourrisson au tout début. Il a eu des petits reflux, mais qui se sont calmés avec du Doliprane. Donc vraiment pas eu de soucis. Donc ouais, non, rien à signaler, tout va bien, quoi. Et à 1 mois et demi, il faisait ses nuits. Donc vraiment... Ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de truc qui peut énerver les gens qui nous écoutent. Beaucoup plus que les nuits, je suis désolée. que les séries pendant 4 mois avec ton bébé. Je suis pas si désolée que ça parce que j'ai 2 filles qui ne dorment pas. Donc non, je suis pas désolée d'avoir un bébé qui dort. C'est vrai. Attention, Cassandre n'a pas volé un bébé parfait parce qu'effectivement... En plus, elle est arrivée vite, Billy, non ? Oui, Billy est arrivée assez vite derrière parce que du coup, voilà, on s'était dit, avec mon mari, on savait on s'était posé rapidement la question du 3e et on s'était dit, ok, en fonction de Sohen, du coup, on s'était dit, si c'est un bébé compliqué, comme l'avait pu l'être Siloé, on s'arrête là. Parce qu'on n'avait pas envie derrière de... Voilà, on s'était dit, on s'arrête là. Et on s'est dit, par contre, si bébé facile et que tout se passe bien, je pense que dans notre tête, on se disait que si on avait galéré avec Siloé, c'était parce qu'on était jeunes parents. Et donc on s'était dit, si là, ça se passe bien, ça sera potentiellement une preuve
que c'est bon, maintenant on est des parents aguerris, on n'a peur de rien, on sait ce qu'on fait. Et donc effectivement, avec Soen, ça s'est très bien passé. Et donc très rapidement, on a eu l'envie de clôturer notre fratrie avec cette envie de troisième. Et vu que j'ai fait 2 fausses couches, on s'est dit assez rapidement, on va se relancer. Comme ça, si fausse couche il y a de nouveau, on a anticipé et on s'était dit, voilà, 2-3 ans d'écart entre les deux, c'est très bien. Vu que du coup, entre mes fausses couches et l'arrivée de Soen, il y a eu à peu près 2 ans qui s'est passé. On s'est dit, voilà, si ça recommence, 2-3 ans d'écart, c'est très bien. Donc on relance, Soen avait 5 mois, on relance les essais bébés. Pareil, en se disant potentiellement, je vais retomber enceinte dans 2, 3, 4 mois. Eh bien non, je suis tombée enceinte tout de suite et je n'ai pas fait de fausse couche. Voilà, donc à 5 mois, quand mon fils avait 5 mois, je suis retombée immédiatement enceinte de ma troisième, du coup, qui est née, du coup, 13 mois après son frère. Ils ont 13 mois d'écart. Tu veux bien nous raconter ça, s'il te plaît? Du coup, cette troisième grossesse a été fatigante et je ne l'ai pas spécialement investie non plus. Là, pour le coup, c'est pas par choix, c'est parce qu'en fait, ayant 2 enfants, déjà, on est dans le speed. Fallait gérer la grande, fallait gérer le petit, qui était encore du coup tout petit. Vu qu'avec mon mari, on aime bien se compliquer la vie, on s'est rajouté l'achat d'une maison et un déménagement en plus. Voilà. Parce que nous, on adore ça. On est des aventuriers, on aime ça, on aime les problèmes. Donc du coup, voilà, ça a été une grossesse où en fait, il s'est placé plein de choses dans notre vie qui a fait que j'ai pas eu le temps de m'auto-chouchouter comme j'avais pu le faire pour Soen. J'étais dans le speed. Voilà. Après, c'était une grossesse qui était voulue, hein, donc j'étais très heureuse qu'elle soit là. Mais c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer, en fait. Vraiment, c'est 9 mois que j'ai pas vu passer. Et donc, elle est arrivée en janvier 2023. Et là, pareil, alors ça a été... elle arrivait avec un peu d'avance. Pas beaucoup, hein, elle n'était pas prématurée, mais elle est arrivée avec un petit peu d'avance. Donc en fait, c'était un week-end où on avait des amis à la maison. Et donc le matin, le dimanche matin, je commence à avoir des contractions. Alors ma copine m'a dit après, j'ai capté quand j'ai entendu la douche à 5h du matin que c'était compliqué. Effectivement, j'ai commencé le travail à ce moment-là. Mais du coup, je le sens, voilà, je l'appréhendais bien. Je me dis ok, ça va, c'est des petites contractions, tout va bien. Mes amis restent, on fait le repas du midi, on se fait un jeu de société l'après-midi où j'avais des contractions, donc je faisais une petite pause, mais hop, c'est bon, allez, je recommençais à distribuer mes cartes. Et puis bon, 21h, quand même, j'appelle ma belle-mère pour qu'elle vienne s'occuper des 2 petits, pour qu'on aille à la maternité. Et donc on arrive à la maternité, et là on me dit « Ah oui, il n'est pas trop tôt, madame, vous êtes à 6 ?» Ah, wow. Très bien. Donc en fait, là, pour le coup, j'avais hyper bien géré toute seule, parce que du coup, vraiment, alors 21h, ça commence à devenir compliqué, mais jusqu'à là, ça allait. Et donc là, bon, pareil, on me dit, on va chercher l'anesthésiste pour la péridurale, parce que du coup, là, je voulais une péridurale quand même. On arrive, et en fait, là, pour le coup, la péridurale, ça a été compliqué. Et elles ont mis 45 minutes à réussir à me poser la péridurale, et elles m'ont piqué 4 fois. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça a été très compliqué. Et du coup, pendant 45 minutes, j'étais en position assise, donc dos courbé, avec la sage-femme qui me maintenait bien les épaules et tout ça. Je faisais la statue le plus possible. J'ai même été félicitée d'être une statue parfaite. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est ça fait toujours plaisir, parce que vraiment, je donnais ma vie. C'était compliqué de rester immobile avec des contractions. Et donc voilà, donc 45 minutes pour poser la péridurale. Ça y est, on me la pose, on me rallonge. Et on me dit, dans 20 minutes, madame, vous êtes tranquille, ça ira mieux. Et j'ai dit, non, mais là, il n'y a pas 20 minutes, c'est maintenant. Donc là, je sentais que ça arrivait. Et donc, on regarde, et effectivement, il y avait la tête. Et donc là, j'ai poussé une fois, et hop, elle est sortie. Voilà. Wow. Ah ouais, donc, même pas en 2 fois, quoi. Non, c'est ça, même pas en 2 fois. Vraiment, j'ai dit, genre, non, mais là, c'est maintenant, tout de suite, elle est là. Et donc là, j'ai poussé, et elle était sortie. Voilà, terminé. Donc encore une fois, efficacité. Encore une fois, merci d'être venu, quoi. Voilà. Waouh, c'est fou. Donc je suis arrivée à la maternité à 21h et à 23h30, ma fille était sortie. Voilà. Ok, bon c'est une affaire rondement menée, on dirait. C'est ça. Donc tu propulses ton 3e enfant, et comment ça se passe là, la rencontre? Très bien. Du coup, pareil, tout se passe très bien.
J'allaite également. Donc voilà, j'ai apprécié ces jours de maternité, là où pour mon fils, j'avais eu assez vite l'envie de rentrer à la maison pour être tranquille chez moi. Là, sachant que j'avais 2 bébés à la maison, j'étais très contente de rester à la maternité et de profiter de ces quelques jours toute seule avec ma fille, voilà, où on a profité un peu toutes les deux. Et du coup, par contre, très rapidement, Billy a commencé à avoir donc des soucis. Donc, c'est pour ça qu'on s'est eu au téléphone aussi. Elle avait commencé du coup à avoir... en fait, elle est APLV. Elle a été diagnostiquée à 5 mois. Et les problèmes ont commencé aux alentours de 3 semaines. Et en fait, entre ces 3 semaines et ces 5 mois, on a dû essayer plein de choses et on a eu plein de diagnostics différents. Donc, on est passé par les reflux, les RGO. On a tenté, du coup, après, le lait de riz. Enfin, voilà, on est vraiment passé par plein d'étapes. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, ça restait compliqué. Donc, en fait, le sommeil a été quasi impossible jusqu'à ces 5 mois. Elle ne faisait pas de sieste. Elle ne dormait que quand elle était en porte-bébé sur moi. À la verticale. La nuit, pareil, elle ne dormait quasiment pas. Donc, jusqu'à ces 5 mois, vraiment, alors je pense que j'exagère un peu quand je dis qu'elle ne dormait pas, mais elle ne dormait que très très peu. Vraiment, on était sur un quota d'heures qui était ridicule, quoi. Vraiment ridicule. Pour les gens qui ne connaissent pas, APLV, c'est allergie aux protéines de lait de vache. Oui, pardon, effectivement. Effectivement, oui, c'est bien l'enfer. Et surtout, très souvent, on peut avoir l'intuition de ça quand on est parent et pas être fondamentalement très écouté ou très soutenu par le corps médical qui ne va pas forcément proposer d'investigation plus que ça. Sauf que, en fait, quand il y a une allergie, même quand il y a juste une intolérance, s'il n'y a pas une investigation poussée dans l'alimentation de l'élément allergisant, le problème reste. Et là, on se parle vraiment de pas de sommeil pendant des mois et des mois et des mois, surtout pour vous, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, pour le coup, j'ai été écoutée. En plus, en fait, c'est une amie à moi qui m'en a parlé. C'est elle qui m'a parlé de ça parce que donc, les symptômes de l'APLV, donc de l'allergie, elle vomissait tous ses biberons. Elle hurlait à longueur de journée. Elle avait très mal. On sentait qu'elle avait des reflux. Et elle avait également une rhinite chronique et des boutons. Elle avait des boutons, elle avait des plaques de boutons partout sur le corps. Et donc en fait, j'en parlais à une copine et c'est donc mon amie, qui est la marraine d'ailleurs de Billy, une des marraines de Billy, qui m'en a parlé et qui m'a dit « Mais est-ce que tu as pensé à l'allergie ?» Et effectivement, j'ai dit « Non, j'y ai jamais pensé. » Et en fait, sa sœur est pédiatre et donc elle m'a envoyée vers sa sœur. Donc en fait, j'ai été écoutée. C'est juste qu'elle m'a expliqué qu'en fait, on devait éliminer. On ne pouvait pas diagnostiquer tout de suite une allergie, on devait passer par des étapes. Et en fait, ces étapes sont assez longues parce qu'à chaque fois qu'on essaye quelque chose, pour pouvoir dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il faut le tester pendant 1 mois. Donc en fait, déjà, entre le moment où j'ai eu en contact cette pédiatre, elle avait 3 mois. Donc en fait, entre ces 3 semaines et ces 3 mois, on a, nous, essayé déjà de notre côté plein de choses. Donc déjà... on essayait le Gaviscon, on essayait le gel de polyxylane, on a essayé de passer à du lait épaissi, on a essayé parce que du coup je ne la mettais plus au sein parce que elle hurlait et donc moi je pensais que ça pouvait avoir un rapport, donc on l'avait passé au biberon. Enfin voilà. Et donc quand à ces 3 mois j'ai eu cette pédiatre au téléphone et qu'elle m'a dit voilà, on va passer par différentes étapes, à chaque fois c'est 1 mois. Du coup au début on a essayé l'Inexium pour éliminer, savoir si c'était du RGO, du reflux, voilà. Donc du coup hop, 1 mois de traitement. Ensuite, on est passé sur un lait où la protéine de lait de vache est présente, mais en fait, elle est cassée. Mais du coup, ça fait que l'organisme ne la détecte pas, mais en tout cas, elle n'est pas éliminée de l'organisme du bébé, elle est toujours présente. Et ça va pour les allergies légères, donc c'était pour voir. Donc on a fait ça pendant 1 mois, ça n'allait toujours pas. Et donc ensuite, on est passé à un lait où la protéine de lait de vache est complètement supprimée. Et là, ça a été. Donc à ces 5 mois, on avait enfin trouvé ce qui lui convenait et ce qui allait. Voilà. Donc, ça a été qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Et donc, à partir de ce moment-là, on découvre notre bébé. Parce qu'en fait, ce qui est triste à dire, c'est qu'elle était tellement dans ses douleurs qu'elle n'avait pas le temps pour autre chose, en fait. Elle était concentrée sur ses douleurs tout le temps, ce qui est normal. Elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait pas faire autre chose. Et donc, en fait, à ces 5 mois, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à découvrir la personnalité de notre bébé. Et de la connaître en fait. On a eu les premiers sourires, on a commencé à voir son tempérament se dessiner.
elle commençait enfin à prendre plaisir à être réveillée, en fait. Voilà, elle découvrait des choses, parce que jusqu'à présent, on avait beau essayer de lui faire découvrir des choses, elle s'en fichait. Elle avait trop mal, elle avait pas la possibilité de se concentrer et d'appréhender le monde autour d'elle, parce elle avait ses douleurs, quoi. Donc là, ça a commencé à être agréable, parce qu'elle découvrait tout ça. Mais malgré tout, les problèmes de sommeil sont restés. Ok, ouais, vas-y, raconte un petit peu, du coup. Du coup, elle a eu effectivement des problèmes pour s'endormir, pour rester endormie, malgré le fait qu'elle avait plus ces douleurs. Au début, on s'était dit, c'est toujours ces douleurs qui sont là, ce qui a dû effectivement être le cas un temps, mais moi, je pense avec le recul qu'effectivement, l'appréhension de ces douleurs lui a créé des soucis par rapport au sommeil. Donc, on a des siestes qui étaient très courtes, voire inexistantes. Et les nuits, ça pouvait être, comme on en avait parlé toutes les deux, ça pouvait être soit des multiples réveils tétines, donc 7 à 8 réveils tétines par nuit, ou alors ça peut être des réveils qui vont durer 1h30, 2 heures, sans forcément de raison apparente. À chaque fois, on se torture la tête à essayer de trouver une raison. On se dit peut-être c'est les dents, peut-être elle a mal quelque part, alors on va donner un petit coup de Doliprane en se disant peut-être qu'elle a des douleurs au ventre. Et en fait, la majorité du temps, je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose à part le besoin d'être dans les bras et d'être rassurée et d'être câlinée, quoi. Voilà. Donc là, elle va avoir 1 an aujourd'hui, et donc on est toujours en train d'essayer de trouver des solutions. On est en cours de travail. Eh ben oui. Oui, parce qu'on a l'update, c'est que manifestement, on a réussi à réduire la typologie des petits réveils tétines, là. C'est ça, la sieste aussi va mieux. Les temps de sieste, c'est mieux géré, effectivement. Maintenant, elle fait des belles siestes l'après-midi. Mais on n'a pas encore réussi à résoudre ce problème de réveil la nuit. On fera un épisode hors série pour que je vous donne des nouvelles, si vous voulez. On fera un case study sur Billy. C'est ça. Ok. Moi, je m'étais toujours dit que j'aurais 3 enfants, et en fait, finalement, le fait d'en avoir 2 m'avait bien vaccinée. et je me suis jamais projetée dans une 3e grossesse, et je pense que c'est bon, c'est terminé pour moi. Je vais vous ralentir sinon. Mais ça m'intéresse de savoir, tu décris quand même 3 grossesses différentes et 3 parcours de parentalité très différents. Ouais, est-ce que tu as la sensation d'avoir appris 3 choses différentes? Évidemment qu'on ne résume pas une parentalité à une seule leçon, mais moi je sais que mes 2 enfants m'ont appris des choses différentes. Est-ce que tu as cette sensation-là pour chacun de tes 3 enfants? Oui, bien évidemment. De par leur tempérament, de toute manière, nous, en tant que parents, on a des choses à apprendre aux enfants, c'est certain, mais en tant qu'enfants, ils nous font nous redécouvrir. En tant que parents, déjà pour ma première, elle nous a rendus parents, donc déjà ça c'est une première. Et effectivement, après, à chaque enfant, on est obligé de s'adapter au tempérament des enfants, que ce soit tout bébé ou ensuite plus grand. De toute manière, on ne peut pas les appréhender de la même manière, donc chaque bébé nous a fait effectivement découvrir des nouvelles choses sur nous. Et nous a fait évoluer. Je suis bien plus patiente maintenant que je ne pouvais l'être pour ma première, par exemple, où j'étais pressée de tout. J'étais pressée qu'elle marche, j'étais pressée qu'elle parle, j'étais vraiment pressée pour tout. Maintenant, je suis beaucoup plus à profiter de les voir découvrir les choses. Enfin, donc, effectivement, ça nous fait appréhender plein de choses. Et oui, chaque bébé nous fait découvrir des parties de nous qu'on n'avait pas forcément développées. Parce qu'on les avait, mais qu'on ne les avait pas encore forcément développées. Et quand tu regardes, toi, tout ce que tu as dû apprendre en 3 enfants, quand tu regardes typiquement ce moment des 4 premiers mois de Siloé, là, qu'est-ce que tu ressens pour toi à ce moment-là? Pour moi, je pense que maintenant, j'ai un regard plutôt bienveillant sur la jeune fille que j'étais à ce moment-là, et je pense que j'ai été très dure avec moi au moment où je le vivais. Et donc maintenant, avec le recul, j'ai un regard plutôt bienveillant, parce que si c'était une autre personne que moi, une autre jeune femme que moi qui avait vécu la grossesse de cette manière-là, j'aurais été beaucoup plus douce et bienveillante avec elle que je ne l'ai été avec moi à ce moment-là. Mais je pense que voilà, maintenant, je
je me suis pardonnée de tout ça et ça va beaucoup mieux. J'ai fait mon mea culpa avec mes 2 autres bébés, je pense. Ça m'a aidé aussi à me pardonner de comment j'ai vécu la chose à ce moment-là, où je m'en voulais beaucoup de vivre mal la chose, alors que c'était censé être quelque chose de merveilleux. Bah oui, mais c'est peut-être aussi l'un des grands messages de l'échange qu'on vient d'avoir si des gens nous écoutent, c'est que y a pas de on est censé ressentir X, Y, Z, ça n'existe pas. Effectivement, on nous bourrine la tête pour nous dire qu'il faut, mais c'est des choses qui sont excessivement culpabilisantes et surtout qui n'aident personne, quoi. Tout à fait. On voit bien, moi, dans mon métier d'accompagnement, on va dire, de la parentalité, et aussi dans le podcast, il n'y a pas de devenir parent pareil, et surtout, il n'y a pas de vécu parental qui ne soit pas ambivalent dans mon expérience. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré personne me dire le devenir parent, ça a été une croisière du début à la fin, et j'ai tout kiffé. Oui, non, c'est vrai, il y a toujours des moments compliqués. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est important de venir dire aux personnes à qui ça va arriver, là, de devenir parents, qui nous écoutent, que, en fait, si vous ressentez pas ce qu'on vous dit que vous devez ressentir, c'est pas grave et ça vous empêchera pas d'être un parent d'élite et bienveillant et patient, comme tu dis, par la suite, quoi. Il faut se donner du temps, il faut se donner du soin et c'est ce qu'on essaye de faire, quoi, très humblement, dans des espaces comme celui-ci. De manière vraiment ultra explicite, si tu avais un message, un tip, tu sais, comme tu disais, que d'autres mamans t'ont aidé, t'ont donné des astuces, etc. C'est quoi ton guide de survie, voilà, le plus basique? Le premier truc que tu dirais à un jeune parent, ce serait quoi? Il faut s'autoriser à être imparfait. Moi, la chose que j'ai maintenant, et je pense qui fait que je le vis bien, c'est que je ne suis pas parfaite, je ne peux pas être parfaite. J'ai le droit d'être fatiguée et que c'est OK. Et je pense que c'est ce qui me manquait pour ma première, c'est que je voulais que tout soit bien fait tout le temps. Il fallait que tout soit parfait et que donc je prenais le moindre de ses pleurs comme un échec parce que si elle pleurait, c'est qu'elle n'était pas bien et que donc j'avais forcément échoué quelque part. Donc je pense que le tip, ce que je dirais à de jeunes parents, c'est que vous n'êtes pas parfait, c'est normal et c'est OK. Et que c'est même bien d'être imparfait parce que c'est aussi une possibilité pour nous d'apprendre à nos enfants que c'est OK justement de ne pas être parfait et que c'est ce qui fait que nous sommes uniques et que ça ne nous empêche pas d'être bienveillants quand même. Voilà. Ouais, c'est important. Et je sais pas si tu l'as réfléchi comme ça, mais moi je me suis dit, particulièrement du coup quand je suis devenue maman solo de 2 enfants, quand ils ont par exemple besoin de moi au même moment, j'ai essayé de conscientiser et de leur expliquer que maman elle a pas 18 bras et en fait il va falloir hiérarchiser vos besoins là. Et je vais la faire de la manière la plus juste possible, mais ça va forcément être déséquilibré à un moment donné pour l'un d'entre vous. Et puis j'essaie de faire exister mes besoins aussi, de leur expliquer qu'on est une famille et qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et je me dis qu'avec 3 enfants, vous êtes en sous-nombre, littéralement. Oui. Déjà, à 2 contre 2, on est en sous-nombre. Et que ça vient... quelque part, on n'a pas le choix que de faire la paix avec ce truc-là en fait, si les 3 enfants demandent en même temps la sollicitation d'un parent, tu peux pas répondre parfaitement à toutes ces sollicitations tout le temps. Oui, c'est ça. On est obligé de s'organiser et de... Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, alors, je suis pas maman solo, mon mari est présent et c'est un très bon papa, mais c'est vrai qu'il a des horaires et un métier qui fait quand il n'est pas là sur une très longue plage horaire. Et donc, ça m'arrive assez souvent d'être seule avec les 3. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup au tout début, quand Billy était vraiment tout bébé et que donc mon fils n'avait que 1 an, où je me disais, mais comment je vais faire il veut son biberon et que Billy a faim aussi. Et en fait, c'est toujours des moments où on stresse avant de les vivre. Et une fois qu'on les vit, de toute manière, on n'a pas d'autre choix que de s'organiser, que de se structurer et de s'adapter. Voilà. Et encore maintenant, effectivement, le matin, quand je suis seule pour préparer les 3 et qu'il faut emmener les 3 à l'école et à la crèche, on s'adapte. Donc, c'est un peu la course, c'est un peu le feu. Mais voilà, on s'adapte. Donc, on change une couche par terre. On change une couche sur un lit s'il faut aussi. Enfin, voilà, on s'adapte comme on peut avec des bébés qui courent partout, qui gesticulent dans tous les sens. Donc, il y en a une qui se fait coiffer pendant que l'autre se brosse les dents. Enfin, voilà, on s'adapte. Et puis, c'est aussi, je trouve, d'un côté, ça fait une animation de fratrie. Et c'est aussi ça qu'on recherche quand on en a plusieurs aussi, dans certains côtés. Donc, c'est cette agitation du matin et du soir.
Ouais, alors le matin, on le vit pas tous bien de la même manière, très clairement. Moi, c'est Ça, plus moi, du matin, ça je va. juge pas. Ouais, moi aussi, je suis du matin, tout pareil, mais voilà, je ne jette pas la pierre à ceux pour qui c'est un parcours du combattant Oui. mais même un seul enfant qui a pas envie de s'habiller pour aller à l'école, ça peut être déjà être tout un petit Ah challenge, oui, alors non, 3. mais alors, des jours où on est de mauvaise Euh, humeur, c'est terrible. ouais, bah oui, attends, bien sûr, ça arrive. Mais ouais, en tout cas, moi, je sais pas si ça vient de ce truc-là où, en fait, quand on accepte et qu'on verbalise aux enfants que il y a un espace où moi, si vous voulez bouffer ce soir, il va falloir que vous me laissiez tranquille, donc il va falloir que Tout vous à fait. soyez en autonomie. Parce que je sais pas que je pars lire mon bouquin dans un bain chaud, tu vois, c'est que faut que je fasse à bouffer, quoi, littéralement. Ça, en tout cas, chez les miens, ça a beaucoup émulé leur relation de fratrie qui n'avait pas eu l'espace de se développer autant avant. Et maintenant, ils sont très très complices. Même pour le sommeil, ils sont un peu responsables l'un de l'autre. Ils s'endorment en se tenant la main, machin. Enfin, ils sont devenus très très très... c'est pas fusionnel, mais en tout cas, ils veillent l'un sur l'autre. Et alors qu'avant, ils étaient très... un peu chien et chat à se battre un peu pour n'importe quoi et tout ça. Et je trouve que le fait de se dire, ok les gars, c'est un peu la galère, mais du coup on est une On équipe. va y arriver. En tout cas chez les miens, ça a beaucoup construit cette fratrie et a priori c'est le cas aussi chez toi. Oui, oui, c'est vrai que j'essaye de Mm. développer au maximum ce côté on est une famille et on est là pour s'aider, quoi. Mm. Et bizarrement, enfin bizarrement, je ne sais pas, mais c'est en fait la plus grande qui peut avoir des fois du mal avec les plus petits. Mm. Euh, Parce que les deux petits, alors Sohen et Billy, on m'avait dit, tu verras, des enfants aussi proches en âge, ça s'élève comme des jumeaux, et c'est vrai. Ils sont très complices, ils se font des câlins, des bisous, alors ça se chamaille aussi, hein. Mon fils étant en plus grand et plus costaud, il a tendance à, quand il n'est pas content, il peut pousser sa sœur, et voilà, enfin, ça se chamaille, Mm. quoi. Mais ils sont quand même très complices. Et en fait, c'est la grande à qui, de temps en temps, il faut que je rappelle que c'est des tout petits encore, et que Mm. donc elle ne peut pas avoir des attentes envers eux, comme nous, on peut commencer à en avoir envers elle. Mhm. Voilà, parce que forcément, à 7 ans, on commence à inculquer tu débarrasses la table, ou voilà, il y a certaines Eh ben initiatives oui. qu'il faut commencer à se mettre en place, et elle a du mal avec pourquoi mes petits frères et sœurs, eux, non. Bah, parce Ouais, qu'ils bah ont ouais, 2 ouais. ans et 1 an, donc je Et n'ai que pas envie les de assiettes, si ramasser on leur les met dans les assiettes par mains. terre. Voilà. Bah ouais. Mais après, elle est pas à une place facile non plus, Siloé. Oui, La place d'aîné, c'est toujours compliqué. D'aîné d'une oui, fratrie avec plus d'un enfant, plus petit, etc. On comprend bien qu'elle puisse le vivre comme une injustice, mais il y a comment dire, Sohen n'a que 2 ans. Je fais des oui, guillemets qui sont pas très radiophoniques, mais voilà, je vous le dis. Ce qui fait qu'elle est probablement encore dans une phase d'adaptation, quoi, à tout oui, tout à ça. Et fait. puis les Et deux puis elle a été 5 ans sont... enfant unique, donc Oui, oui. malgré tout, ça, ouais, faut s'adapter quand même. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les 5, du coup, là? Que Billy dorme, pour tout le monde, ça ferait Ouais, du on bien. va s'en occuper. J'ai senti Non, le message subliminal. la maman fatiguée. Pitié. Mais on va s'en occuper. Non, pour tous les 5, voilà, que la vie continue comme ça, et que moi, ce que j'espère, c'est de réussir à faire une fratrie unie et qui s'aideront quoi qu'il arrive. Donc voilà, ce qu'on peut nous souhaiter pour tous les 5. L'unité, c'est beau. Ok, eh ben, merci pour cet échange qui était, moi, je trouvais très, très chouette et très éclairant et surtout plein de beaux messages pour les personnes qui nous écouteront. Merci pour ton temps et pour ta confiance. Et Mais de puis, rien, avec plaisir. promis, on prend, je le dis, voilà, devant la France entière qui nous écoute, on va prendre un créneau et on va s'occuper de Billy et on vous donnera des nouvelles. Ah, donc, L'engagement est pris. Merci tout plein, Cassandre, et plein de belles choses à Merci. vous 5. merci. Et voilà donc pour notre échange avec Cassandre. Je tenais vraiment à la remercier d'avoir accepté mon invitation alors qu'on se connaissait vraiment peu finalement. Donc merci Cassandre pour ta confiance et pour la qualité de tout ce que tu as transmis dans cette interview. Encore une fois, pardon, mais moi je ne vais pas réussir à ne pas le faire. Merci à vous pour votre soutien. On bat des records à chaque fois. Le podcast fédère de plus en plus et
Et on en parle en accompagnement, on en parle en rendez-vous, et c'est merveilleux, vraiment. Je suis ravie, au-delà de ravie, en fait, de ce que ce projet devient. Donc je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos retours. Et puis je vous invite très chaleureusement à venir participer au podcast. N'hésitez jamais à nous écrire à podcast.bebeetconfidence@gmail.com. Je vous y attends, nombreux et nombreuses. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée si vous écoutez ça la journée, ou une bonne nuit si c'est le soir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain hors-série.